Ma vie avec une Mickey est un podcast produit par MSD France. Agathe Laure, patiente atteinte de rectocolite hémorragique, une maladie inflammatoire chronique de l'intestin, ou Mickey, y témoigne sur son parcours face à la maladie. L'occasion de parler des Mickey, ces pathologies souvent méconnues, qui touchent en France plus de 200 000 personnes. Vous avez donc rédigé un livre sur votre pathologie. Alors pourquoi avoir écrit ce livre? J'ai écrit le livre 5 ans de ma vie avec une Mickey d'abord pour moi, pour pouvoir mettre de l'ordre dans tout ce que j'avais vécu. Et d'une certaine façon, on peut dire que cela a été thérapeutique. C'était une façon de me raconter au fil des pages pour pouvoir tourner la page. Et puis je l'ai publié pour témoigner, parce que quand on est propulsé du jour au lendemain dans le monde de la maladie, on est un peu perdu et on recherche des témoignages de personnes qui ont vécu la même chose. Et dans ce livre, je partage mon histoire sans filtre, et c'est très intime. Mais si je l'ai fait, c'est parce que ça peut aider certaines personnes à mieux comprendre ce qu'elles vivent. Ça peut les rassurer aussi. Et elles peuvent s'identifier et se sentir moins seules face à ce qui leur arrive. Et d'après les retours que j'ai eus des lecteurs, je sais que mon livre a pu aider d'une façon ou d'une autre. Et rien que pour ça, ça valait le coup de le publier. Mais ce livre ne s'adresse pas qu'aux patients. Il s'adresse aussi aux proches des malades, aux personnes qui veulent mieux connaître les Mickey et aux professionnels de la santé. En fait, c'était le moyen de faire entendre la voix des patients parce que beaucoup n'osent pas en parler. C'est difficile d'expliquer ce qui touche à l'intime. Il y a toujours une part de tabou. Et puis, c'est pas très glamour de parler de ses intestins ou de ses selles. Le problème, c'est que si on n'ose pas dire, si on se cache, si on n'explique pas aux gens, eh bien, ils ne comprennent pas. Et c'est ce qui explique les critiques, les jugements ou même les moqueries que certains patients reçoivent. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que beaucoup se sentent incompris. Certains entendent «c'est dans votre tête», notamment par des soignants. D'autres s'entendent dire qu'ils sont fainéants à cause de cette fatigue chronique qui est difficile à imaginer tant qu'on ne l'a pas vécu soi-même, et c'est même difficile à décrire. Et certains se sentent jugés, peut-être par des collègues de travail parce qu'ils sont souvent en arrêt maladie, ou bien critiqués parce qu'on se gare sur une place pour personnes en situation de handicap alors que notre handicap n'est pas visible. On peut se faire moquer parce qu'on va souvent aux toilettes. Donc, non seulement la maladie crée des complexes, elle peut faire honte, mais en plus elle isole parce que les gens ne comprennent pas cette maladie parce qu'ils ne sont pas bien informés. Donc ce livre, c'était pour moi une façon d'expliquer cette maladie du point de vue du patient et toutes ses conséquences physiques, psychologiques, relationnelles, pour changer le regard de l'autre et sensibiliser le public au handicap invisible parce que ce n'est pas parce qu'on ne voit pas que ça n'existe pas. Quelles sont les clés, selon vous, pour mieux vivre la maladie? Qu'est-ce qui vous a aidé? Pour mieux vivre sa maladie, je pense que le plus important, c'est d'être bien entouré, d'être compris et d'être soutenu. Quand j'étais au plus mal, ce qui m'a aidé à tenir, c'est l'amour de mes proches, et en particulier de ma maman, qui était quotidiennement là pour moi. Une personne qui m'a énormément aidée dans l'épreuve de la maladie aussi, c'est mon gastro-entérologue actuel. C'est celui qui me suit depuis la dernière poussée de ma maladie et qui m'a aidée à affronter les opérations. Et dans mon livre, je lui donne le surnom de professeur solaire parce qu'il est rayonnant. Et quand je le voyais, il reboostait mon énergie. C'est un médecin très optimiste, compétent, humain, et il a su m'écouter et me conseiller au mieux, tout en respectant mes craintes et mes choix. Et il a toujours été disponible et réactif aussi, et ça, c'est très précieux. Et cette relation de confiance, je pense qu'elle m'a bien aidée à m'en sortir face à la maladie. Donc si j'avais un conseil à donner aux personnes qui nous écoutent, ce serait entourez-vous de personnes bienveillantes et compréhensives, et fuyez les autres, parce que l'important, c'est de se sentir bien dans sa tête et dans son corps, d'éviter le stress et d'avoir un médecin en qui on a confiance. Ce qui m'a aidée aussi, c'est d'avoir des projets malgré la maladie. Je ne voulais pas que ce soit un obstacle à mon épanouissement personnel et professionnel, donc j'ai continué à avancer à mon rythme. Et même si j'ai dû reporter quelques projets, eh bien je ne les ai pas abandonnés pour autant et j'ai fini par atteindre mes objectifs. Et je pense que c'est très important d'être optimiste et de garder espoir, d'avoir confiance en l'avenir. Et d'ailleurs, je le dis dans mon livre et parfois je l'écris aussi en dédicace aux personnes qui achètent mon livre. Au bout du tunnel, il y a la lumière. Et c'est important de s'en rappeler quand on est au plus mal. Agathe Laure, vous êtes psychologue. Votre profession vous a-t-elle aidé à prendre du recul sur la maladie, à mieux vivre avec? Alors, je ne pense pas que le fait d'être psychologue m'ait permis de prendre du recul vis-à-vis de ma maladie ou de mieux vivre avec, parce que psychologue ou pas, quand on fait l'expérience de la maladie, on traverse des épreuves difficiles, on vit des émotions négatives comme l'injustice, la colère, la tristesse, la peur, la honte, la frustration, et on doit faire le deuil de la personne bien portante qu'on était avant la maladie, de ce qu'on a perdu et qui ne reviendra pas.
et j'étais plus une patiente en souffrance à ce moment-là qu'une professionnelle de la santé. En revanche, l'expérience de la maladie m'a peut-être permis d'avoir une meilleure compréhension de ce que vivent les personnes qui ont une maladie chronique et donc une meilleure écoute des patients en tant que psychologue, c'est-à-dire une écoute sans a priori. Par exemple, ce n'est pas parce que je vais voir les patients maquillés ou souriants que j'imagine qu'ils vont bien. Et ça, c'est quelque chose qui m'est arrivé et qui, je pense, va parler aux personnes malades qui nous écoutent. C'est le sentiment qu'il faut souvent grimacer pour montrer qu'on a mal ou qu'on ne va pas bien. Comme s'il fallait porter un masque et jouer la comédie pour être prise au sérieux. Et je pense que c'est lié au fait que les MICI sont des maladies invisibles. On ne voit pas l'inflammation de l'extérieur. En plus, elle touche essentiellement les jeunes. Et dans notre société, un jeune a la vie devant lui, il ne peut pas être malade. Et quelqu'un qui sourit, c'est qu'il va bien. Donc nous avons un gros travail à faire sur nos représentations. Et ce n'est pas facile en tant que patient, parce que d'un côté, on veut être entendu et compris dans notre souffrance, on aimerait que notre handicap soit reconnu, et d'un autre côté, on ne veut pas étaler nos symptômes sur la place publique, et on a cette volonté de garder le sourire malgré les douleurs, de rester dynamique et de continuer à se battre vaillamment. Donc c'est assez compliqué. L'autre chose que j'ai su grâce à mes études de psychologie, c'est que je pouvais avoir accès à un accompagnement psychologique lors de mes hospitalisations. J'en ai donc fait la demande 1 ou 2 fois, mais énormément de patients ignorent cette possibilité. Et je trouve cela très dommage parce que non seulement il n'y a pas de psychologue dans les services de gastro-entérologie, en général les psychologues sont regroupés dans une unité de l'hôpital et si un médecin fait appel à eux dans un service, ils peuvent aller à la rencontre du patient dans le service concerné. Mais en plus de ce que j'ai pu constater en tant que patiente, mais aussi en tant que psychologue, c'est que les médecins ne pensent pas à solliciter le psy de l'hôpital pour les patients. Ils n'ont pas le temps ou alors ils ne prennent pas le temps et peut-être aussi qu'ils ne voient pas l'intérêt. Et si par un heureux hasard, le patient sait qu'il peut demander cette aide psychologique et qu'il fait cette démarche difficile, eh bien, il n'est pas certain pour autant de pouvoir rencontrer le psychologue parce que la formation n'est pas forcément transmise. Pour conclure, quel message souhaiteriez-vous adresser à la fois aux professionnels de santé, aux patients et aux aidants? Si je devais adresser un message aux soignants, je leur dirais d'abord merci pour leur investissement et leurs soins, et en particulier à ceux qui prêtent vraiment de l'attention aux malades, à ceux qui les informent correctement et qui prennent le temps d'écouter leurs craintes à propos de la maladie, des traitements ou des examens, et à ceux qui respectent leur choix aussi. Parce que c'est tout cela qui permet en tant que patient de se sentir entendu, compris et en confiance dans la relation avec le médecin. Et c'est en travaillant ensemble finalement que médecin et patient qu'on arrive à combattre la maladie efficacement. Et en tant que psychologue, je me permets aussi de demander aux soignants qui nous écoutent de toujours être attentifs au poids émotionnel que le patient doit porter, et de ne jamais hésiter à proposer une aide psychologique. Il faut au moins informer les patients que ça existe à l'hôpital ou en libéral et que s'ils en ressentent le besoin, ils peuvent en faire la demande. Et une autre chose très importante, me semble-t-il, c'est l'humilité. Et en tant que soignant, même si on a des connaissances théoriques et cliniques, il faut toujours garder à l'esprit que le patient est le premier concerné et qu'il sait mieux que les soignants ce qu'il ressent. Il connaît mieux l'histoire de sa maladie aussi. Et c'est dommage de passer à côté d'un diagnostic simplement parce qu'on n'a pas vraiment écouté ce qu'il nous disait le patient. La RCH et la maladie de Crohn sont des maladies qui évoluent et il faut être très réactif parce que les crises sont très douloureuses et que chaque jour qui passe est un enfer pour le patient. Aux aidants, je leur dirais simplement d'être présents pour la personne malade, d'être là, à l'écoute, de donner de l'amour et surtout de faire l'effort de les comprendre sans les juger. Parce que souvent, les proches veulent bien faire en donnant des conseils parce qu'ils ont lu tel article dans un magazine ou parce que telle personne leur a dit que. Et on reçoit beaucoup de conseils, je pense notamment à l'alimentation. Mais il faut garder à l'esprit que chaque personne est différente et que ce qui fonctionne pour l'une ne va pas forcément fonctionner pour l'autre. Et encore une fois, c'est le patient qui sait le mieux ce qui est bon pour lui et chacun gère sa maladie comme il le souhaite. Et aux patients, je leur dirais de garder espoir parce que la recherche avance et que même s'ils sont au plus mal, un jour ça ira mieux. Je leur dirais aussi de s'accepter, peu importe le regard des autres, et de s'aimer, d'aimer leur corps, même s'il est douloureux, même s'il a des cicatrices, et de croire en eux, en leur force intérieure, parce qu'on a tous des ressources, et finalement on les découvre quand on n'a pas le choix. Et je leur dirais aussi de s'autoriser à prendre soin d'eux, parce qu'on ne s'écoute pas assez,
Personnellement, je sais que j'ai beaucoup tiré sur la corde dans le cadre de mes études et je pense que je me suis beaucoup trop mis la pression. Et il faut savoir lâcher prise parce que la santé est la priorité et malheureusement, on ne s'en rend compte qu'une fois qu'on l'a perdue. Et pour finir, je leur dirais, faites-vous plaisir. Ok, vous avez une maladie. Elle a des conséquences sur tous les domaines de votre vie. Peut-être même que vous avez d'autres pathologies, que vous vivez un enfer, que vous avez mal, que vous ne pouvez pas bouger ni sortir. Ou bien peut-être que vous pouvez mais que vous n'osez pas par crainte. Mais essayez de trouver ce que vous pouvez faire et ce qui vous donne du plaisir. Et ce sera peut-être plus difficile parce que on a plus de contraintes, donc plus compliqué, mais ce n'est pas impossible pour autant. Donc faites des choses qui vous redonneront le moral parce que pour l'avoir expérimenté, cela aura un impact positif sur votre corps.